Jacques Bouttier, il est tout à fait particulier sur deux aspects. Le premier aspect, c'est évidemment la pluralité de victimes, parce qu'on n'a pas une seule victime qui vient dénoncer des faits, mais une multitude de victimes. Et puis finalement, cette première victime qui va parler, c'est elle qui va déclencher tout le reste, puisqu'elle va avoir la force de briser le silence. Et ce pas-là, il est très compliqué à le faire. Il est compliqué parce que on pousse les victimes à être volontaires, à franchir la porte des commissariats, mais on voit que derrière, l'accompagnement n'est pas là. Et effectivement, cet accompagnement, en réalité, au Maroc, semble-t-il, comme en France, il est fait par les associations dont on doit aller tirer la sonnette en disant, voilà, on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est dans le cadre de cette enquête préliminaire qui continue de se poursuivre et où il est vraiment essentiel de pouvoir avoir une coopération importante entre la France et le Maroc. C'est pas toujours évident au niveau de la coopération judiciaire internationale, mais s'il y a un dossier ou un type de dossier qui doit impérativement requérir justement cette coopération, eh bien, c'est bien le dossier Bouttier. Un exemple tout simple, une de mes clientes me disait qu'il y avait eu une analyse de son téléphone, donc avec des choses intéressantes en termes de téléphonie, notamment des éléments SMS qui permettaient de corroborer, de prouver ces allégations. Et aujourd'hui, les enquêteurs au Maroc ne remettent pas le téléphone, ce qui fait que moi, je ne dispose pas de ces éléments-là. Donc voilà pourquoi la coopération internationale est vraiment absolument essentielle. Il y en a d'autres dossiers que les victimes trouvent une difficulté vraiment à parler parce que parfois il y a des gens puissants, comme le cas de Jacques Bouttier, un homme, un archimilliardaire parmi les grandes fortunes de France. C'est le cas par exemple chez nous au Maroc, il y a des dossiers qui sont politisés parce que le suspect ou bien l'agresseur fait partie d'un parti politique ou d'une association. On trouve vraiment un milieu qui les protège. Et par contre, les victimes restent toujours dans la difficulté, la vulnérabilité à dénoncer et à parler. Premier point, la surface financière, et donc le fait qu'il ait un statut social que donne précisément le fait d'être dans ce classement. Deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est un cas significatif de délocalisation économique. C'est un grand groupe d'assurance qui s'est délocalisé sur Tanger. C'est bien. Mais en même temps que cette délocalisation économique, il y a eu ce que j'appellerais une délocalisation sexuelle. Il n'aurait pas pu monter une affaire comme ça à Prague, ailleurs, etc., ou en Asie du Sud-Est, ou en Amérique latine. Il a monté parce que prévaut à ses yeux, culturellement, un système esclavagiste, une sorte de droit de cuissage, qui rappelle les errements et les maux MAUX de la France-Afrique, avec tout ce cas que ça a comme prédation. Voilà. Sous le bénéfice de ces premières observations, j'en ajoute une autre qui va justifier ce que je vais dire par ailleurs, mais un certain nombre de développements que je vous propose. C'est le fait que des affaires d'agression sexuelle, de viol en France, en Italie, etc., ne donnent pas lieu à une remise en cause des fondements des systèmes politiques de ces pays. Personne en France, ma consoeur me corrigera, personne en France ne dira « Ah oui, mais ça, c'est le pouvoir présidentiel, c'est l'Élysée, c'est Jupiter, c'est la constitution de la Ve République 1958, c'est les équilibres institutionnels qui ne sont pas respectés, il n'y a pas de justice en France, il n'y a pas d'indépendance, etc. » Personne ne dirait ça. C'est ça qui est intéressant, c'est là que j'interviens comme politologue, si vous le permettez, c'est le fait qu'on saisisse et on instrumentalise un certain nombre de questions sexuelles qui sont le lot, malheureusement, de beaucoup de sociétés, de beaucoup de régimes, etc., pour mettre en cause les fondements du régime et les articulations de ce régime, malgré les avancées qu'il y a eu, etc. Et je vais donner un certain nombre d'exemples là-dessus.
dans les affaires sexuelles qui a été évoquée concernant Ammar Radi, ça a été évoqué, ça a été Reissouni et également donc Bouachline. Ce sont des affaires, il faut le dire, ce sont des affaires de droit commun. Personne ne peut se féliciter que des journalistes soient en prison. Personne ne peut se féliciter que des citoyens soient en prison. Le harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, c'est aussi ça atteint aussi une agression sexuelle carrément. En fait, c'est aller jusqu'aux attouchements. C'était un harcèlement que j'ai subi dès que j'ai posé les pieds dans la société Insu 2000, puisque j'ai été repéré directement par le président à l'époque, Jacques Boutier. Bon, le process était un peu dérangeant et choquant pour moi parce qu'à l'époque, ça fait 10 ans. 10 ans, j'étais encore jeune, j'étais novice, j'étais nouvelle, donc je ne savais pas à quoi je m'exposais en mettant les pieds chez le groupe Insu 2000. Je ne vous cache pas que c'est un peu difficile pour moi d'en parler aujourd'hui, surtout devant des gens qui me sentent inconnus. Aujourd'hui, je suis là à Paris pour me représenter moi-même et pour représenter toutes les victimes qui ont osé prendre la parole, que ce soit au Maroc ou en France, parce qu'il ne faut pas oublier que grâce à la jeune fille, grâce à l'affaire de la jeune fille qui a éclaté ici en France, qu'on a osé prendre la parole. Je voudrais par la même occasion remercier toutes les personnes qui nous ont donné la parole parce que en fait pour nous ça représente une délivrance. ديال توفاق ب20 تعرضت ل3 ديال عمليات الانتحار، بغيت غير نتهنى من هاد الحياة حيتاش داكشي داز عليا ماشي ساهل. تعرضت لمحاولات الاغتصاب أول حاجة، تعرضت لمحاولات الاغتصاب تاني حاجة ماشي بوحدي مع مرا حاملة. ولو أن المتهم تحكم أخذ العقوبة السجنية ديالو، ولكن ما رحمناش. باقين كنتعرضوا للتهديد، باقين كنتعرضوا للسب، باقا كنتعرض للشتم. باقا ما قدرتش نرجع ديك الإنسانة اللي كنت في الأول. داك السيد استغلني لأنني كنت في حالة ديال ضعف وحالة هشاشة، وكنت محتاجة نخدم، كنت محتاجة غير يعطيني 500 درهم في الشهر. زوجتي كانت هي المرحومة اسماء حلاوي، الضحية الأولى والكبرى ديال توفيق بو20. اسماء بقات جارة الألم ديالها وأنا عشتو معاها حتى من بعد المحاكمة. عشنا كتير ديال الكوابيس يعني كانت معاناة يومية تقريبا. ورغم ذلك حاولنا نبنيو حياتنا بما استطعنا، وحاولنا نكبروا بنتنا وحملت بولدي، ولكن بأسباب هاد المعاناة النفسية الزوجة ديالي توفات وهي كتولد ولدي الصغير. يعني ولدي دابا راه عنده 1 عام وشهر. حنا قلنا بأنه القضاء قال كلمته، وبدينا نبداو نبنيو حياتنا بجروحها، لأن هادشي حنا غنهزو عمرنا كامل. إلا كان توفيق بو20 تحكم ب15 سنة سجنا، أنا وولادي وزوجتي المرحومة راه تحكم عنا بالمؤبد، لأننا غنهزو هاد الألم هذا عمرنا كامل. أنا شخصيا خلال يعني عرض القضية على أنظار القضاء دزت من بزاف ديال المراحل خيبة
كنعتبرها أسوأ مرحلة في حياتي، لأنه هذا الشيء نتج عليه مجموعة من الأشياء. أنني فقدت العمل ديالي، فقدت أفراد من الأسرة ديالي. إلى يومنا هذا أنا ما زلت كنعاني من هذا الشيء هذا. خلال أطوار المحاكمة كنت كنتعرض لجميع أنواع الترهيب النفسي، جميع أنواع الابتزاز من طرف المحيط ديال المتهم باش نتنازل على القضية. صحيح انه ماشي بزاف الناس كيقدروا يرفعوا دعوى، لان المجتمع صعيب وما كيرحمش، ودائما كتولي المراه انت اللي درتي، انت اللي فعلتي، انت اللي اشداك، انت خصك تجلسي في الدار، انت. هذه الكلمه ديال انت خلاتنا اننا نكونوا ساهلين لبزاف ديال الوحوش، لانه عارفين انه في جميع الاحوال هو غيبقى غير راجل، ما كاينش اللي غادي يعاقبه. والخطير هو انه الا كان الجاني عنده شي نفوذ، ولا هنا كتحول القضيه كامله، كتولي من ضحيه كتقدي تولي الى متهمه.